marché, tout le monde vous entend bien. Donc, bienvenue à cette troisième et dernière séance du séminaire commun patrimonialité et PCM consacré aux cultures populaires et médiatiques. Donc, cette séance est consacrée au cinéma sur papier, donc à différentes formes de dérivation, d'exploitation, de prolongation du cinéma sur imprimé populaire. On va en fait un peu remonter dans le temps, parce qu'on va d'abord aborder le ciné en photo, et puis on se penchera plutôt sur la forme du ciné roman en Espagne, avec d'abord Yann Bach, Cécile Franck. Comme on a déjà perdu un petit peu de temps, je ne vais pas m'étendre un peu plus et je te laisse tout de suite. Merci beaucoup, chef de moi, et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez sans trop de problème, parce que je ne vois personne, donc c'est un peu... J'ai l'impression de parler dans le vide, mais s'il vous plaît, faites-moi signe au cas où les choses ne seraient pas claires ou au cas où vous auriez du mal à entendre ma voix. On m'a donc demandé de parler du ciné-roman photo, qui est un objet très, très, très particulier, très singulier, à l'occasion d'une petite exposition qu'on fait ici à Louvain, à la bibliothèque universitaire, dont je toucherai quelques mots à la fin de l'exposé. Mais je voudrais quand même commencer par rattacher cette exposition et mon intérêt personnel, ce genre particulier des cinémas photo, à la question plus générale de l'archive. En l'occurrence, le concept d'archive devra être discuté, je le ferai dans le cours de ma présentation. Mais je propose que vous regardiez d'abord le curieux bâtiment de l'écran, qui est donc l'archive du musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam. Vous savez que ce musée est fermé pour travaux pour un nombre considérable d'années. C'est actuellement cet objet futuriste, aux parois réfléchissantes, qui est l'archive qui sert actuellement de musée, qui fait fonction de musée le temps de la fermeture du musée proprement dit. Et cette archive, enfin, je pense que la photo parle d'elle-même, cette archive est immense, et cette immensité est à la fois une opportunité, puisqu'elle permet de découvrir vraiment d'innombrables trésors, que normalement, c'est une archive qu'on peut visiter. Un système de passerelles à l'intérieur, donc on peut traverser, sillonner cette archive, et qui est tellement abondante que finalement, l'archive cache ce qui n'est pas dans l'archive. C'est un des premiers paradoxes de cette abondance, mais ce n'est pas le seul paradoxe. L'autre paradoxe étant bien entendu que l'archive, telle qu'elle est présentée maintenant, c'est-à-dire l'archive du moment qu'elle est ouverte au public, parle offre une telle richesse d'informations qu'on s'y perd, on ne sait plus comment s'organiser, et que finalement, l'archive est à la fois une sorte de porte-voix, mais une sorte de porte-voix qui finalement, l'archive reste muette, parce qu'on n'arrive pas très bien à poser de bonnes questions. L'archive nous confronte immédiatement avec un certain nombre d'objets qui risquent de nous faire poser des mauvaises questions, des questions qui ne sont pas totalement appropriées, etc. Et le titre « Trop dire et trop peu » est évidemment, enfin, c'est le titre d'un livre, j'espère très connu, Judith Schlanger, qui aborde la question disons, du juste milieu en régime rhétorique. Que faire pour faire passer un message correctement? Il faut trouver disons, un bon équilibre entre le trop dire, abondance d'informations, et trop peu,
concision, ellipse, etc. C'est un peu, disons, la toile de fond, ce que j'aimerais vous présenter sur le ciné-roman photo. Qu'est-ce qu'un ciné-roman photo? Je vous dis tout de suite que ce n'est pas du tout un ciné-roman, autre chose. C'est bien entendu un exemple de cinéma sur papier. Et si je m'intéresse au ciné-roman photo, ce n'est pas uniquement parce que ce genre me paraît très riche, mais parce que je suis aussi convaincu, vraiment convaincu du fait que le cinéma vit et survit autant sur papier qu'à l'écran. Il y a beaucoup de films qu'on connaît depuis dire, les avoir vus, imprimés d'une façon ou d'une autre. Donc là aussi, ça fait partie du contexte plus large dans lequel je me situe. Et on pourrait déjà définir la novélisation comme une sorte de novélisation visuelle. La novélisation, c'est la transformation d'un film existant en roman, généralement sans image. Alors que dans le cas du ciné-roman photo, c'est vraiment une adaptation qui s'appuie sur une documentation iconographique existante, publiée sous forme de roman photo, une copie plus ou moins le format, les contraintes, les normes, les usages, les conventions du roman photo, j'en parlerai bien entendu, et qui est toujours publié sous forme de magazine. Il existe aujourd'hui des ciné-romans photo publiés en livres, etc., mais c'est un phénomène relativement récent, totalement ignoré à l'époque à l'âge d'or du ciné-roman photo, qui était à l'époque de la Nouvelle Vague. Quelques exemples rapidement, que je ne vais pas commenter, juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Ce sont des couvertures de magazines reprenant ces films sous forme de, entre guillemets, roman photo. Vous voyez qu'on mélange le meilleur et le pire. À gauche, la dite qualité française, il y a le corps. Au centre, la nouvelle vague, souffle Godin. Et à droite, le plus heureux des hommes. Une comédie, ou si vous préférez, un navet français du début des années 60. Voilà. Quelques autres exemples. Parapluie de Cherbourg, très intéressant parce que c'est reproduit en noir et blanc, comme tous les ciné-romans photo de l'époque. Alors que les Parapluies de Cherbourg, c'est en fait un des premiers films commerciaux, enfin grand public en France, jouant avec les codes chromatiques. En plus, c'est un film totalement chanté. Tout cela disparaît, écrasé, mais de façon intelligente dans le produit final. Il finit à droite et un autre film de genre, au milieu. Sachez déjà, j'y reviendrai là aussi, que lorsqu'on dit des romans photos, on dit à peu près, pour la seule production française, à peu près, c'est une estimation, 4000 films. Nous en possédons ici à l'archive, à la bibliothèque de Louvain, à peu près 3000. Voilà. Cette image, peu importe le film, peu importe le titre, donne une idée de la manière dont ces films en photo fonctionnaient, apparaissaient dans les différents magazines. Ce que vous voyez à gauche, c'est une page de publicité. Il n'était pas rare qu'un ciné-roman photo fût interrompu par des pages de publicité ou autre chose. À droite, et je n'ai pas manipulé fausse page et belle page, c'est bel et bien comme cela que ça paraît c'est publié. Et inutile aussi de souligner les différentes correspondances qui se tissent entre la publicité pour, disons, une belle poitrine en bas à gauche et le symbole phallique en haut à droite. Je n'insiste pas trop là-dessus. On tombe d'une surprise à l'autre en feuilletant, en se plongeant dans ce corps.
c'est l'époque pré-MeToo, pas encore là, donc on est vers des années 1960. Comme vous le savez, j'ai déjà publié un livre en anglais sur la question. Il ne sera malheureusement jamais traduit en français, puisque j'ai dû céder tous les droits à l'éditeur américain et c'est trop coûteux pour faire une édition française. Rapidement, pour mieux situer l'archive dont je vais parler, donc la production du ciné-roman photo dans ces années-là, entre 1955 et 1965 à peu près, cette production est essentiellement italienne au début, puis française. C'est-à-dire qu'en Italie, le ciné-roman photo qui émerge en 1954, daté de façon très précise, disparaît au bout de quelques années et au lieu de déposer le bilan, les éditeurs italiens commencent à publier en français. Donc, imprime en Italie, exporte en France, avec souvent des fautes de langue très amusantes, comme des fautes caméras, et aussi avec un marquage culturel très marqué. C'est-à-dire que la production italienne tend à insister sur le côté mélodramatique de ce genre de film. Et après quelques années, lorsqu'on se met à exporter vers la France, on n'arrivera pas à se débarrasser de ce préjugé culturel, puisque dans ces années-là, le cinéma qui était vu par le public italien, ce n'était pas le cinéma néo-réaliste, important et populaire aussi, bien entendu. L'essentiel des films qui circulaient étaient des mélos, notamment le fameux Matarazzo, qui faisait 3 films par semaine, ça fait un peu, et qu'on retrouve massivement aussi dans cette production exportée vers ce qu'on dit production tout public. Puis, le ciné-roman photo adapté en roman photo, une sorte de roman photo, tous les films qui étaient diffusés de façon commerciale pour un public, disons, plus ou moins grand public. C'est-à-dire que ce qui était exclu, c'était le cinéma de genre. C'est-à-dire horreur, science-fiction, éventuellement pornographie. Ce sont des genres qui vont subsister après la disparition du ciné-roman photo en général tout public. Mais sinon, on retrouve quasiment tous les films cette décennie dans la collection. Aussi bien le cinéma américain, français, italien et autres. Je n'entre pas dans les détails. Je vous invite chaleureusement à l'exposition à Leuven ou à consulter le fichier, le catalogue qui est accessible via le site de la bibliothèque. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit, tous ces ciné-romans photos étaient publiés soit dans des hebdos, soit dans des mensuels. Il a dû y avoir, bien qu'en France, à peu près 70 magazines spécialisés en ciné-roman photo. Oui, enfin dans cette décennie-là. Et la plupart des magazines ont quand même existé 3, 4, 5, 6 années. Donc, production gigantesque, mais n'oubliez pas que dans ces années-là, il y avait chaque semaine 10 nouveaux films qui sortaient du dessin. On a repris la totalité ou la quasi-totalité de la production. Et ceci est une estimation. Je pense qu'il a dû y avoir à peu près 4000 films adaptés en
en ce format-là dans ces années-là. C'est une estimation. Rien que pour la production française, vous verrez tout de suite accéder à la production italienne. Voilà. Donc ici à Louvain, on dispose à peu près, je ne les ai pas comptés, à peu près 3000 cinéromans photos, mais il y a des lacunes. Des lacunes qui ont à voir avec le fait que toutes les revues spécialisées en cinéromans photos n'ont pas encore été identifiées. Ce n'est pas facile de les retrouver. Il y a des genres absents, c'est-à-dire que nous avons collectionné tout ce qu'on a trouvé, à l'exception de la production pornographique, qui est totalement différente, en ce sens que c'est un circuit non seulement de production, mais aussi de diffusion et de vente, un circuit singulier. Tous les autres magazines étaient vendus en kiosque, dans la rue, n'importe qui pouvait y avoir accès. La production pornographique, c'était au début sous le manteau, et puis dans les sex shops spécialisés. C'est vraiment deux univers, y compris sur le plan visuel. Ce sera pour mon successeur, M. Koussivili, qui sera l'apôtre de la pornographie louvaniste, why not? Et puis, inévitablement, il y a des numéros manquants. Les absences, les lacunes restent inexplicables, en quelque sorte, il y a des lacunes. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une collection, d'une archive spécialisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Spécialisée, je veux dire ici que la collection comprend uniquement des cinéromans photos au sens étroit que je viens de définir. Il n'y a pas de novélisation illustrée, il n'y a pas de ce qu'on appelait dans les années 20 les films racontés, les petites brochures dont il sera question dans la présentation suivante, pas des cinéromans photos, etc. Généralement, enfin, je ne dis pas qu'on confond, mais on mélange tout cela. Vous voyez ici, à gauche, le très très beau catalogue de la collection de cinéromans photos de la Cinémathèque de Turin, exposition, elle aussi exclusivement, parce qu'elle modificarta signifie l'écran de papier. C'était en fait la collection personnelle privée d'un cinéaste italien, Gianni Amelio, directeur d'un très, très beau film que je recommande une fois de plus très chaleureusement, Le voleur d'enfants, pas le voleur de bicyclette, mais le voleur d'enfants. Très, très, très beau film du début des années 90. Lui aussi a collectionné toute sa vie des cinéromans photos, mais italiens. Et il a tout légué, tout donné à la Cinémathèque de Turin, qui, et c'est ce que vous voyez à droite, collectionne aussi ce qu'on appelle en italien les cineromanzi, c'est-à-dire les cinéromans, et le terme italien, cinéroman, cineromanzo, réunit en fait tous ces genres dont je viens de parler. C'est à la fois des cinéromans, des romans, des films racontés, des novélisations, etc. La production italienne ne dépasse pas, dans le domaine du cinéroman photo, ne dépasse pas 1000 œuvres, 1000 films. Donc, quantitativement parlant, il y a quand même une grande différence. Et cette collection-là est également incomplète, évidemment. Voilà. Grande question. Est-ce que j'ai toujours parlé de collection et j'ai parlé aussi, j'ai mélangé les termes d'archives et de collection. Et à vrai dire, la différence entre les deux n'est pas très très claire. Ce qui est clair, c'est que
au début, il n'y avait pas d'archives du tout. Donc, la collection, l'archive de Louvain n'est pas quelque chose qui était là, on a commencé à explorer. Non, c'est quelque chose qu'on a constitué. Je me demande si, je m'adresse ici aux spécialistes, s'il est permis de nommer archive une archive qu'on construit soi-même tout au long de la recherche. Pour moi, c'est une question ouverte. J'aurais plutôt tendance à utiliser le terme de collection, et c'est peut-être une fausse question, une question métaphysico-ontologique, je n'en sais rien. Donc, vous devez savoir qu'au début, il n'y avait rien. Et que ces chemins faisant, que cette collection s'est un peu construite elle-même en quelque sorte, avec l'aide de beaucoup de personnes. Donc, si je me permets d'y assister. Et cette construction, cette autoconstruction de l'archive, puisqu'il y a de l'argent hérité dans l'archive, je ne dis rien de neuf, c'est en fait l'archive n'existe pas, cette archive-ci, en l'occurrence, n'existe pas sans la question de recherche qui est derrière. On a créé une collection, une archive, pouvoir traiter une question de recherche et inversement. Déterminé, déterminant. Je ne suis pas du tout bourdieusien ou bourdivin, mais vous reconnaissez ce genre de terminologie. Voilà. Cette archive est aussi une archive, ou était une archive, entre guillemets, absente. C'est un aspect fondamental de cette archive. Je voudrais ici faire une distinction entre deux types d'absence. L'absence de quelque chose qui n'existe pas et l'absence de quelque chose qui est absent parce qu'on ne sait pas que ça existe, parce que c'est invisible. Et là aussi, il y a sans doute beaucoup de cas intermédiaires. En l'occurrence, pour ce qui est de la collection de l'archive de Louvain, on pourrait dire qu'on est passé de la collection absente, non existante, à la collection cachée, puisque pour l'instant, très peu de gens savent que ça existe. Et en général, chaque fois qu'on pose, on essaye, on interroge les gens, même les spécialistes, pour tenter de retrouver d'autres types d'archives, la réponse est toujours la même. Oui, ça doit exister quelque part, je ne sais pas. Je tenterai d'expliquer pourquoi on sait, même les grands spécialistes ont du mal à répondre à cette question. Qui n'est pas un problème propre au cinéma photo, c'est un problème qui me paraît typique de beaucoup de corpus de genre populaire. En plus, complication particulière, ceux et celles qui travaillent sur le cinéma photo sont confrontés aussi au problème que j'appelle ici clivage entre recherche institutionnelle et recherche privée. C'est-à-dire que nous, chercheurs plus ou moins professionnels, nous en savons infiniment moins que les gens qui n'ont pas du tout de statut académique. Ils sont entre guillemets, des amateurs, mais des amateurs éclairés. Et il y a entre les deux mondes, il reste un abîme, un clivage, un écart. Personnellement, je regrette beaucoup, parce que nous pouvons apprendre énormément de ces gens-là, ces femmes, si vous voulez, ces amateurs, et inversement, elles aussi, pourraient apprendre quelque chose de nous dans le domaine du cinéma photo. Non. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Guérin qui a longtemps collectionné, mais de manière littéralement sauvage,
vraiment, mais dans le sens positif du terme, toutes sortes de ciné-romans photos sans qu'ils soient jamais parvenus à organiser cela de façon euh, solide. Et que ce soit organisé ou non, ça peut vous paraître un problème secondaire, mais ça, disons, ça empêche, ça interdit, ça complique la circulation de l'information. Vous voyez ici l'entrée de son site qui n'est plus entretenu depuis 2006. C'est un répertoire totalement vieil et dans lequel on ne peut plus se perdre fort agréablement, mais ce n'est pas une archive qu'on peut vraiment exploiter, utiliser pour lancer ou pour entamer une recherche. Cela dit, cette archive a rendu de grands services au moment où il a essayé d'élargir, d'approfondir et d'enrichir la collection. Et cette absence est pour moi vraiment quelque chose de fondamental. Parce que je m'intéresse à ceci depuis quasiment 2 décennies, 20 ans. Et le premier problème, c'est celui-là. On a envie de travailler sur le cinéma photo, on le trouve là. Comme je l'ai déjà dit, c'est un problème qui n'est pas propre au seul cinéma photo. Il y a dans le domaine des arts populaires, en général, un manque de mémoire et une absence de critique. Il n'y a pas de revues, d'articles, de publications sur le cinéma photo. La seule mémoire qui subsiste est très souvent une mémoire totalement orale, à laquelle il est difficile d'avoir accès. En plus, dans le cas particulier du cinéma photo, il y a un double handicap. C'est aussi une façon de mettre un roman photo, et ce roman photo continue à être un objet sur lequel on a craché. Ça ne facilite certainement pas le travail sur le ciné-roman photo. Et handicap supplémentaire, lorsqu'on, du côté des études cinématographiques, lorsqu'on pense au cinéma sur papier, le genre le plus, disons, respecté est le scénario. Et on pense que, disons, l'élément à privilégier est le scénario plutôt qu'autre chose. Ce qui me paraît regrettable, parce que le cinéma photo me paraît au moins tout aussi intéressant. Autre complication, j'utilise constamment le terme de cinéma photo, que je suis le seul à le faire. C'est-à-dire que tous les collègues et toutes les collègues que je connais utilisent d'autres termes, c'est parfaitement légitime, mais là aussi, ça ne facilite pas, ça n'empêche pas la compréhension mutuelle, ça ne facilite certainement pas les échanges. Le label ciné-roman photo est inconnu des Gallica. J'ai encore fait le test la semaine dernière. Vous pouvez le faire vous-même. Gallica ciné-roman photo, vous serez surpris. Il y a 1000 objets quelque part présents sur le site de Gallica, mais invisibles. Et littéralement perdus, faute d'un système de métadonnées satisfaisant. S'ajoute à cela le fait que tous ces cinémas photos sont aussi cachés dans des publications périodiques. Très souvent, les catalogues ne reprennent que le titre et d'autres éléments. On ne détaille jamais le sommaire. Il faut aller jusqu'à ce niveau-là pour se rendre compte de la seule existence de cet objet. Comme j'ai dit, pas d'archives sans question de recherche, ni de question de recherche sans archives. Alors, quelle est
quelles sont les questions de recherche qui ont permis de constituer cette archive. En fait, il y en a beaucoup. Je limite ici à l'essentiel, à savoir, y a-t-il, oui ou non, et si oui, comment, différences entre un roman photo et un ciné-roman photo? Pour moi, la réponse est clairement oui. Il m'a fallu 10 ans pour que j'y vois plus clairement. Donc, je pardonne à toutes celles et à tous ceux qui s'acharnent à ignorer, laisser de côté la distinction entre les deux. Et puis, deuxième question qui se rattache à finalement une question plus vaste, à savoir quel est l'impact du support de publication du magazine sur le contenu du magazine. Puisqu'un ciné-roman photo, en soi, n'est pas du tout un ciné-roman photo tel qu'il apparaît à l'intérieur d'un magazine de cinéma photo. Et là aussi, c'est une question générique qui se pose clairement dans le cas du cinéma photo, mais également pour d'autres genres. Là, le contexte plus large est celui de ce qu'on appelle aujourd'hui la média politique, bien implanté, je crois, en France maintenant, et dont le ciné-roman photo donne enfin, une belle illustration. Voilà. J'ai pu, au cours de mes recherches, m'appuyer sur deux enquêtes parallèles, plus ou moins parallèles, c'est-à-dire des enquêtes qui ont soulevé des problèmes tout à fait analogues. D'abord, la novélisation. J'ai beaucoup travaillé sur la novélisation, où j'ai rencontré exactement le même genre de problème, à savoir, novélisation n'est pas un critère, un label reconnu par les bibliographes. Donc, il y a des milliers de novélisations, mais ces novélisations sont tout aussi cachées, invisibles, rendues invisibles par les lacunes de nos outils bibliographiques. Aussi, on a dû avancer dans le noir, en quelque sorte, et puis c'est la sérendipité qui joue. Et sujet qui est familier à beaucoup d'entre nous, on a eu exactement les mêmes problèmes, on a trouvé les mêmes enjeux, on a trouvé aussi des solutions utiles au moment où il s'est agi de travailler le roman photo belge, qui nous a permis quand même de progresser en collaboration avec le KPL, la Bibliothèque nationale belge, qui nous a permis d'avancer au niveau de la description bibliographique des objets. Ces deux travaux pionniers qui ont été très utiles au moment d'aborder le domaine du cinéma photo. Je vais s'accélérer un tout petit peu. Quiconque s'intéresse au cinéma photo est immédiatement confronté à toute une série de problèmes vraiment matériels. On ne sait pas très bien comment classer les objets. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on classe par magazine, par revue? Est-ce qu'on classe par film? Est-ce qu'on classe par... On ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un premier problème. Problème de stockage. Nous sommes extrêmement reconnaissants que la bibliothèque universitaire de Louvain ait accepté la donation. Ce n'est pas du tout évident. On a dû frapper pas mal de portes pendant pas mal d'années avant que quelqu'un se décide à dire oui, on est heureux, on est content. Merci de nous donner cette donation. Et les problèmes de numérisation sont innombrables, de plus en termes quantitatifs. C'est dit 3000 objets, 3000 revues, en moyenne 60 pages par objet.
Vous pouvez faire vous-même la multiplication, même avec les machines les plus performantes d'aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps, surtout beaucoup d'énergie, pour ne rien dire des problèmes de. Je n'insiste pas là-dessus. Il y a aussi des problèmes de méthodologie. Logiquement, idéalement, on devrait pouvoir combiner des exercices, des moments de micro-lecture, qui a vraiment des choses hyper intéressantes à découvrir lorsqu'on étudie ces objets à la loupe, patiemment, lentement. On devrait pouvoir combiner cela avec des techniques de lecture à distance, assistées par ordinateur, ce qui suppose que la collection aurait été numérisée, ce qui n'est pas le cas. Plus ces logiciels sont beaucoup plus performants pour ce qui touche au texte, pour ce qui touche aux images. Pour l'instant, là, on est un peu bloqué. Je fais un peu de publicité pour le travail d'un collègue linguiste de Lausanne, Gilles Philippe, qui, à mon sens, est pour une sorte de modèle méthodologique qui arrive à produire, avec des techniques de micro-lecture, des résultats que seuls semblent pouvoir offrir des techniques de lecture à distance. Très étonnant. Il a tout simplement créé des choses qu'il découvre dans des livres et en réfléchissant intelligemment, comme il fait surgir des questions dont on se dit que c'est typiquement quelque chose qu'on attend d'une intelligence artificielle qui n'est pas encore là aujourd'hui. C'est un problème méthodologique grave pour les recherches en cinéma en photo. J'ai quasiment terminé. Autres problèmes qui ne sont pas du matériel mais disciplinaires. J'ai évoqué la coexistence d'une production italienne et d'une production française. On peut pouvoir comparer, disons, l'ADN de ces deux cultures dans le domaine du cinéma sur papier. Ça ne s'est pas encore fait. Ça ne peut se faire que de façon collective, en constituant non par une équipe, mais un réseau de chercheurs. La production française et italienne, c'est évidemment l'essentiel, mais il existe aussi une production espagnole, d'autres langues, bien plus tard, une petite production américaine, totalement différente, mais chronologiquement parlant, nettement postérieure. Et ce serait bien de pouvoir faire une approche comparative de tout cela. Quelle perspective interdisciplinaire? Moi, j'ai un profil littéraire, donc que je le veuille ou non, je regarde, j'aborde le cinéma en photo comme une sorte de narration visuelle. Ce n'est pas forcément l'approche la plus enrichissante. Je ne suis pas spécialiste du cinéma. Là aussi, il serait urgent de pouvoir constituer un réseau réunissant ces compétences différentes. Et je crois aussi qu'il y a des choses à faire du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche-création, c'est-à-dire la réutilisation de ces anciens modèles pour produire des œuvres nouvelles. J'ai essayé de le faire moi-même dans un livre que vous connaissez peut-être, Une fille comme toi, qui est une sorte de remix de cette collection. Et je termine par quelques ultimes difficultés. Nous avons maintenant une collection, une archive. C'est très bien, mais on ne constitue pas une archive pour le seul plaisir de constituer une archive.
On veut évidemment l'étudier, on veut associer d'autres à ce genre d'études, et on veut surtout disséminer les résultats. La numérisation semble être une possibilité de dissémination. Il y a des écoles fondamentaux, notamment les de copyright. Parce que démontre toujours le cinéma, il y a toujours des milliers d'endroits. Et ça va du ancien propriétaire du magazine, même si le magazine a disparu depuis longtemps, aux photographes, au plateau, etc. etc. Même les figurants qu'on retrouve dans ces images jouissent aujourd'hui du droit à l'image, vous pouvez venir nous embêter. C'est très compliqué. Exposition en ligne, et gros problème, mais qui bientôt sera résolu. Il faut absolument constituer un réseau européen sérieusement. Pour faire en avant, ça commence à dépasser, ça dépasse certainement les compétences et les capacités et de travail de recherche et de compétences et d'expertise des chercheurs, non pas indépendants mais isolés. Donc je serais très heureux que la collaboration LPCM entre l'humanité puisse déboucher un jour sur un nouveau projet ERC, non pas focalisé exclusivement sur le cinéma photo, sur, disons, la dissémination d'un certain imaginaire cinématographique dans la culture transmédiatique européenne. Voilà, je vous remercie. Beaucoup de attention. Oui, on va prendre tout de suite les questions, 10 minutes plus ou moins. Et puis après, l'intervention Cécile, et puis à la fin, on va faire un moment de questions et on revient un peu sur les autres. J'ai une question qui concerne le don de la collection de prêt. On en avait vaguement parlé quand il fait dans ton bureau, quand il s'agissait de réaliser l'opération. Comme tu es quelqu'un de très discret, tu n'en disais pas trop. Et donc, maintenant que c'est fait, et que tu as dit que ça avait pris un certain temps et qu'il avait fallu revenir à la charge pour certains nombre de fonds différents, ma question c'est dans quelle mesure la nature de l'objet qui est collectionné a induit des résistances au sein de la bibliothèque, et j'oriente ma question plus précisément, est-ce que le fait que ce ne soit pas un objet spontanément associé à une forme de patrimoine a été pour une part dans ce qui a fait obstacle? Est-ce que le caractère très littérature populaire a bloqué les choses, ou c'était des enjeux? Au tout début, oui. Quand j'ai dit au tout début, il y a 5-6 ans, parce que ça a pris quand même du temps avant qu'on ait pu se décider, mais on comprend rapidement que le problème principal est un problème financier, c'est-à-dire qu'il faut cataloguer tout cela, et c'est un travail qui a pris, on est en train de terminer maintenant, qui prend, disons, une année entière. C'est-à-dire qu'il faut payer quelqu'un pendant une année entière pour cataloguer tout ça. Mais ça, ce serait un problème si ce serait posé avec n'importe quel dépôt de collection qui aurait relevé. Tu sais bien que la plupart des institutions sont extrêmement réticentes à recevoir, à accepter quelques donations que ce soit de cette ampleur. Ok. D'autant plus que c'est une collection sans aucune valeur marchande.
En même temps, c'est des choses qui fluctuent, parce qu'à partir du moment où une bibliothèque reçoit un fonds et l'administre, et comme on le dit aussi vaporeusement possible, le valorise, c'est-à-dire montre la valeur qu'elle a et recommande. Je n'ai pas vu monter les prix depuis 10 ans. D'accord. Mais une fois qu'il y aura le réseau européen. Oui, je sais que, enfin, je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais apparemment, plus un pays est pauvre, plus les livres coûtent cher, plus le papier coûte cher. Je suis toujours. Je ne comprends rien, mais le salaire moyen au Portugal, je donne un exemple authentique, le salaire moyen au Portugal, c'est même pas la moitié de ce que c'est qu'en Belgique. Donc les livres coûtent plus cher qu'en Belgique. Et on retrouve le même problème donc, pour les ciné-romans photo italiens. Quand acquérir en ligne en Italie, c'est 3 fois plus cher que Si tu l'achetais en Belgique. Ne parlons pas, là c'est l'exception qui confirme la règle. Je dis que ces ciné-romans photo, on peut les trouver en moyenne pour quelques euros, surtout si on rachète des lots. Il faut avoir un peu de patience pour ça fait partie du plaisir. L'exception qui confirme la règle, c'est bien entendu la pornographie. Un ciné-roman photo pornographique, c'est 5 fois plus cher. Des raisons supplémentaires, lesquelles on allait plutôt dans une autre direction, mais le problème, c'est pas tellement un problème de place, on trouve toujours de place. C'est un problème financier. Et à part ça, il faut convaincre les responsables de l'institution jusqu'à ce qu'on dise oui. Un autre problème qui ne se pose pas pour la question de la collection des ciné-romans photos, c'est que très souvent, les gens qui donnent font des donations, on pourrait appeler hétéroclites. C'est-à-dire que je vous offre 1000 objets et seuls 150 de ces objets intéressent l'institution à laquelle on destine la donation. Et très souvent, les donateurs disent, bon, vous recevez tout gratuitement, mais il faut tout accepter, et non seulement tout accepter, mais tout valoriser. Et là, évidemment, les institutions disent, ben, madame, monsieur, ce sera un peu difficile. En l'occurrence, ça ne jouait pas du tout, puisque je n'ai pas parlé de ça, mais dans le domaine du ciné-roman photo, tout se vaut. C'est-à-dire qu'un navet est traité avec autant de soin, d'attention par le producteur des ciné-romans photo qu'un chef-d'œuvre. Si vous allez voir dans l'exposition, les comédies françaises de très bas étage sont présentées avec autant de précision, de savoir-faire, de plaisir que les chefs-d'œuvre de la nouvelle vague des films de grand prestige. Un film de Louis de Funès et, par exemple, je ne sais pas, Spartacus, vous allez voir aussi. Techniquement parlant, c'est fait exactement de la même façon. Il n'y a pas, du point de vue de la production matérielle du ciné-roman photo, il serait absurde de parler de chef-d'œuvre et d'œuvre mineure. Tout est vraiment mis au même niveau. C'est très étonnant, comme si ces magazines, ces périodiques, ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient en train d'adapter un chef-d'œuvre ou un art. Tout ce groupe, tout est au même niveau. Tu dis que s'ils ne savaient pas, parce que tu postules qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font ou... Non, je postule que, à force
l'ascendant, la puissance du format matériel est tellement fort que ça écrase l'objet qui est adapté. Un peu comme quelqu'un qui fait, disons, des lectures publiques de poésie et qui choisit des textes très différents, on déclame de la poésie, on le fait aussi bien pour un point de Victor Hugo que pour un point de... Et ce cela de donner cher. J'ai déjà eu trop d'orgueil avec cela, et vous aviez une question. Je me demandais, est-ce qu'on peut identifier des auteurs de cinéma en photo, ou est-ce que c'est une équipe éditoriale, ou est-ce que c'est juste le saut de la maison d'édition? Je défends la thèse que l'auteur d'un cinéma en photo est le responsable du magasin. Il est rarissime que le nom du mercenaire qui fabrique soit mentionné. C'est très, très rare. Sur les 100 000, j'ai pu retrouver 4 ou 5 noms. C'est vraiment rarissime. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'était des employés de ces différentes revues. C'était des gens quand même hyper compétents, puisqu'ils étaient apparemment capables de produire un cinéma photo en 2 jours. Ils visionnaient rapidement le film, ils sélectionnaient intuitivement les images appropriées. Très souvent, ils visionnaient sans bande son, donc ils y allaient eux-mêmes pour les dialogues et tout cela. Ils étaient hyper compétents, puisqu'ils travaillaient à chaque. Et n'oublions pas non plus qu'il y a des collectionneurs, mais quand même pas trop. C'est typiquement le genre, on jetait les cinémas en photo comme on jette le journal de la veille. J'ai 2 questions, petites questions. La première, c'est, je ne suis pas sûre d'avoir compris à qui s'adressait ces cinémas photo, parce que si tu dis qu'on traite de la même manière les chefs-d'œuvre du cinéma et des navets, est-ce que ce sont des gens qui vont au cinéma ou justement qui ne vont pas au cinéma? Il y a les deux. Il y a les deux. Le cinéma en photo permet, bien entendu, de voir a posteriori le film qu'on aurait pu mater ça. D'autant plus que les adaptations sont extrêmement fidèles. Donc il n'y a aucun surmoi culturel de la personne qui fait le cinéma en photo. On ne cherche pas à donner une interprétation. C'est vraiment à l'opposé d'une adaptation cinématographique d'un roman. Là, le directeur ou la directrice essaye de montrer qu'il ou elle fait quelque chose avec le matériau de départ. Là, c'est l'inverse. On suit le film de façon vraiment généralement littérale, dans un autre sens plus un peu, mais on suit le film de façon vraiment un peu stérile, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le public des cinéphiles qui achetait ce genre de magazine essentiellement pour garder une trace visuelle de l'œuvre, parce que dans ces années-là, même les revues de cinéphiles étaient peu illustrées. Donc, si on voulait des images de cinéma, il fallait acheter ça. Et puis, on découpait le système du scrapbook. Il y avait certainement des lecteurs ou des lectrices qui adoraient Gina Lollobrigida, qui achetaient tous les cinémas en photo avec Gina, qui découpaient les photos de Gina et rassemblaient les plus belles dans leur scrapbook. Donc il y a le double public. C'est une hypothèse plausible, c'est-à-dire que
dans les témoignages, il y a quand même eu pas mal de témoignages. On trouve tantôt ceci, tantôt cela, mais ceci n'exclut pas cela. Et en fait, on voit clairement, et on le voit en examinant, disons, tout ce qu'il y a autour du cinéma photo dans les magazines. Tantôt, c'est très people, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent au cinéma sans forcément aller au cinéma. Tantôt, c'est un peu plus technique, puis des reportages sur le tournage, etc. Donc, c'est un public bicéphale, un public de. Moi, j'ai aussi une question sur l'aspect peut-être plus production. En fait, je me posais la question du copyright, parce que ces personnes qui font les... C'est une très très bonne Qui question. font les cinémas photos, est-ce qu'ils ont un contrat avec le studio? Est-ce qu'ils piratent? Il y avait des accords parfois tacités, puisque les films se visionnaient dans les caves dans les bâtiments, dans les distributeurs, lorsque le film n'était plus en circulation. On récupérait on pouvait revoir, visionner de cette façon-là dans les bâtiments, dans les bureaux des distributeurs. On considérait le cinéma photo comme une sorte de publicité. Publicité, non pas pour le film qui n'était plus en circulation, pour le prochain film de la même vedette. Puisque dans ces années-là, l'auteur d'un film, c'était la vedette et pas le directeur. Ça veut dire que pour un même distributeur, tu pouvais avoir aussi bien des chefs-d'œuvre, entre guillemets, et puis des films plus populaires, mais quelque part, c'était la même voie de distribution. Et la deuxième question que je me posais, par rapport au moment photo, est-ce qu'on a des mêmes sociétés qui font les deux? Ou est-ce que tu as vraiment... Est-ce que les tâches en termes de production sont relativement différentes? Très souvent, c'est les mêmes maisons d'édition qui étaient aussi actives dans la production cinématographique proprement dite. L'exemple que je donne toujours, c'est le cinéma d'Antonioni, des années 60, L'église, l'aventure et tout cela. C'est des films qui ont été produits, financés par le magazine Nous2, le leader de marché du roman photo, puisque apparemment, donc, les frontières entre roman photo et cinéma étaient beaucoup plus claires que le pense aujourd'hui. Et donc, oui, une dernière question. Juste pour revenir brièvement sur ce que tu évoquais comme écueil, le problème de classement, est-ce que tu pourrais dire un peu plus en détail quels sont les problèmes qui se posaient dans les archives? Est-ce qu'il y a une solution qui a été trouvée? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tout classé en fonction je classais par magazine. Chronologiquement, ce qui continue à être pour moi des idées différentes ce sujet, ça me paraît la solution la plus simple et la plus logique. Je tente toujours de privilégier la simplicité. Ça va pas, évidemment, dans le moment où on a commencé donc, à décrire bibliographiquement les magazines ici à la bibliothèque, c'est une série de métadonnées entièrement différentes qui sont ajoutées et qui font que le classement actuel est, on peut l'appeler, multivectoriel. Personnellement, je m'y perds. C'est un problème. Je ne suis pas archiviste, je ne suis pas bibliothécaire, je me sens un peu désarmé, désarçonné par, disons, le traitement personnel de la collection. Et sans doute, c'est sûrement la manière dont il faut procéder, puisque c'est des standards internationaux qui permettent des échanges automatiquement avec d'autres bibliothèques. Et pour un non-spécialiste comme moi,
C'est pas évident. C'est pas évident. Là, vraiment, c'est une question de deux disciplines qui ne. Quand il y a du travail. Je ne conteste pas du tout, bien au contraire, la manière dont on a tout décrit. Mais moi, je l'ai fait. Tout comme je continue à me perdre du Pour complémenter ça, peut-être un des choix qui a été fait, qui est un choix qui est très rarement fait en termes périodique, c'est que tous les numéros sont décrits au niveau du numéro. C'est-à-dire que si tu cherches un film, tu peux retrouver le film. Si tu cherches un acteur, tous les cinémas dans lesquels cet acteur a joué. On prend même les textes littéraires qui ont servi à l'adaptation des. Tout y est. Et c'est très bien. C'est pas un classement, disons, intuitif. C'est professionnel, c'est bien. On va peut-être passer à la deuxième intervention, et puis on pourra revenir pour les questions d'ensemble. En tout dernier, on va de toute manière déborder sur le temps au vu des problèmes de connexion. Voilà. Essentiel de je passe. Bonjour tout le monde aussi, ceux qui sont en ligne. Tout d'abord, je voudrais remercier bien chaleureusement de Crucifié pour son invitation à participer à ce séminaire et pour l'occasion qui m'est donnée de partager du sujet passionnant du cinéma sur papier. Mon intervention s'intéresse à l'une des principales initiatives éditoriales du premier tiers du XXe siècle, pour coucher le film sur le papier, si tel est. Il s'agit des collections populaires lancées en 1922 par le Catalan Francisco Mario Vistany, qui offrit aux lecteurs une infinité de ciné-romans, aussi appelés films racontés, novélisations, ou encore romans cinématographiques, selon l'expression privilégiée par cet éditeur de novelas cinématographiques. Si cette facette de l'œuvre éditoriale de Vistany est connue, on sait finalement peu de choses de cet écrivain et homme d'affaires à l'activité multiple et débordante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me pencher sur cette figure, même si je ne suis qu'au début de mes recherches, donc c'est un travail encore en cours. Je vais essayer de passer trop vite. Donc, comme on le sait, durant le premier tiers du XXe siècle, dans plusieurs pays, le 7e art se constitua en industrie et la promotion cinématographique se développa. Un réseau publicitaire d'une ampleur inédite se met en place et en même temps débute la commercialisation de ce que l'on peut appeler des sous-produits ou des produits dérivés du cinéma. Ils étaient conçus pour être consommés immédiatement et en ce sens, on peut les désigner par le terme d'événements cinématographiques, mais ils furent aussi collectionnés, ce qui a largement contribué à leur conservation. Comme on a vu dans l'intervention précédente, les gens les collectionnaient, et parfois même dans des archives, des annotations, des collections des auteurs américains, des acteurs, des actrices et corrigés. Donc, un vrai souci de conserver une trace des films grâce à ces objets. Et donc, ce sont des imprimés de différents types. Certains étaient offerts, d'autres vendus, pour qu'ils soient à mi-chemin entre objets culturels et objets publicitaires. Et à cet égard, il faut souligner un premier paradoxe. En fait, ces objets n'avaient pas une grande valeur marchande de diffusion sur le marché. Et aujourd'hui, dans beaucoup de sites vendeurs, alors peut-être pas dans tous les pays, mais on remarque que ces objets ont ça va devenir de plus en plus cher. Néanmoins, le chercheur ou la chercheuse est souvent amené à avoir recours à ces sites puisque ces objets ne sont pas toujours accessibles en bibliothèque ou en hémérothèque.
Et donc, on est parents, on se passe aussi collectionneur ou collectionneuse en naviguant, par exemple, sur Todo Collection dans le cas des dispenses. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu acquérir quelques exemplaires. Donc, là, je peux passer un exemple de la novella Semana cinématographique, moment de la gamme cinématographique. Et puis aussi un autre fascicule d'un autre éditeur. Par contre, il faut quand même préciser que dans le cas du mémoire de la gamme cinématographique, une grande partie de la collection est disponible et numérisée sur le site de la Cinémathèque de Catalogne. Ensuite, il y a un autre paradoxe à souligner. En fait, malgré leur dimension éphémère, ces objets constituent parfois l'unique trace d'œuvres de cellulite, de films qui sont aujourd'hui perdus, ce qui semble leur conférer d'emblée une valeur patrimoniale. Donc, ce sont des objets qui ont longtemps été méprisés en tant qu'objets d'étude, qui sont souvent encore perçus comme inconsistants, et pourtant, ces éphémères constituent paradoxalement la mémoire d'œuvres considérées a priori comme plus conséquentes, voire parfois comme des chefs-d'œuvre du 7e art, alors même que ces films, justement, sont moins pérennes. Et on connaît donc la fragilité du matériel cinématographique, du cinéma des temps, donc c'est un matériel qui est très inflammable. Et dans le cas de l'Espagne, il y a eu des incendies fréquents qui ont parfois poussé certaines maisons de production à mettre la clé sous la porte. Par exemple, la maison d'édition de Barcelone Alberto Marro, qui ferme en 1917, ou celle de Blas Jóvenes qui ferme en 1918. De plus, il y a une première crise de conservation qui va se produire en raison des mutations de l'industrie du cinéma, lorsqu'on commence à produire des films plus longs et plus élaborés. Donc, les maisons qui ne parviennent pas à s'adapter vont disparaître et on ne va pas conserver ces films qui ne sont plus considérés comme dignes d'intérêt public. Donc, on pense que pour ce qui est de la première phase du muet, il ne resterait que 5% de la production en Espagne. Et il y a une deuxième crise de conservation, c'est évidemment au moment de l'apparition du parlant autour de 1928. Néanmoins, on considère quand même que cette phase a été un peu mieux conservée, c'est-à-dire que les films de fiction produits entre la Première Guerre mondiale et la fin des années 20, c'est environ 20% du patrimoine cinématographique. Dans tous les cas, c'est un patrimoine qui a été réduit de manière significative. Et par conséquent, lorsqu'il publie en 2010 son catalogue du cinéma muet, José Antonio Bello Cuevas explique que pour pallier à la disparition irrémédiable des films, il a eu recours à toute une série de documents, comme le GRP, sous les éphémères cinématographiques. Donc, d'un premier point de vue, ces éphémères nous offrent un panorama presque exhaustif du cinéma muet, et c'est une idée qu'on retrouve dans la plupart des travaux peu nombreux qui sont consacrés à ces objets. Et c'est pour ça qu'au départ, j'avais proposé comme sous-titre de mon intervention un patrimoine de papier pour le celluloïd avec un point d'interrogation. Mais en réalité, je voudrais essayer de montrer que l'intérêt de ces objets va bien au-delà, comme en témoigne de l'œuvre éditoriale de Bistein. Mais il semble restrictif de contempler ces romans cinématographiques uniquement comme des documents susceptibles d'éclairer l'histoire du cinéma. À mon avis, leur intérêt resterait plutôt dans la collusion entre l'industrie du cinéma et le monde de l'édition dont il résulte. Par conséquent, ils sont tout à fait emblématiques de l'essor d'une culture transmédiatique. Donc, ainsi que l'a souligné Mathieu Le Tourneux dans son ouvrage Fiction à la chaîne, au XXe siècle, avec le développement du cinéma, second média de masse à s'inventer après les médias de l'imprimé, on assiste à une diversification rapide de l'industrie culturelle et à l'apparition de nouveaux modes de consommation. Au départ, le grand écran adapte largement la littérature, et je cite à nouveau Mathieu Le Tourneux,
Ils s'inventent en recyclant massivement les héritages sériels sédimentés du feuilleton, de la presse, du théâtre et de l'illustration. Mais nous allons voir également que l'imprimé va profusément adapter et recycler le cinéma dans une sorte de mouvement autour de l'écran vers l'écrit. En dépoussiérant les stratégies éditoriales qui avaient fait le succès du roman feuilleton et du roman en général au XIXe siècle, les éditeurs vont créer du neuf et développer de nouvelles stratégies de fidélisation d'un lectorat qui n'est plus tout à fait le même que celui du siècle précédent. Donc, dans le cas de l'Espagne, il y a un certain retard dans l'alphabétisation, comme on le voit dans ce tableau. Donc, l'Espagne est à la traite juste avant la Russie. Donc, ça, c'est jusqu'à 1900. Donc, vous voyez qu'en 1900, 17% en France et toujours 56% d'analphabètes en Espagne. Ensuite, en 1920, en Espagne, pardon, on a encore 44% de la population qui est analphabète et 32% en 1930, avec bien sûr une différence entre les hommes et les femmes, sachant qu'en 1920, 36% des hommes sont analphabètes et 52% des femmes, et en 1930, 24% des hommes et 40% des femmes. Néanmoins, dans les années 20, le nombre important de nouvelles lectrices, non plus seulement au sein de la bourgeoisie, mais aussi dans les classes laborieuses, va jouer sur l'offre éditoriale. De plus, les 3 premières décennies du XXe siècle constituent une sorte d'âge d'or de l'édition en Espagne par rapport aux 2 décennies qui vont suivre, qui vont être marquées par la guerre civile et aussi par les restrictions de la législation franquiste. Donc, dans mon intervention, d'abord, je voudrais revenir brièvement sur l'apparition de ces éphémères cinématographiques qui commencent à se développer dans l'Espagne des années 1910, et plus particulièrement sur le genre éditorial de ce qu'on peut appeler des ciné-romans, des romans cinématographiques, dont le succès reposait en grande partie sur l'image, sur la fascination exercée par l'image. Ensuite, je me pencherai sur le cas du roman hebdomadaire cinématographique, en 1922, par Vistagne, aux côtés de toute une plurielle de collections apparentées. Et j'essaierai de comprendre comment ces collections s'inséraient dans l'offre éditoriale des années 20 en Espagne, comment elles parvenaient à faire du nouveau avec du vieux, et à quelle stratégie éditoriale elles obéissaient, à quel public elles s'adressaient. Donc d'abord, ces éphémères combinaient texte et images dans des proportions différentes, durent certainement leur succès à leurs éléments iconographiques. C'est un aspect qui a été souligné à différentes reprises dans les éphémères imprimés et d'images dirigés par Olivier Belin, Florence Ferrand et Bertrand Sillé. Donc, à bien des égards, c'est l'image qui a sauvé de la poubelle ces éphémères et qui a fait le bonheur des collectionneurs, que l'on pense bien sûr aux affiches de cinéma, aux programmes qui étaient distribués dans les salles ou qui étaient édités par les distributeurs. Et aussi, il faut mentionner il faut dire qu'une grande partie de la promotion cinématographique était assurée par certaines rubriques dédiées dans la presse ou par la presse spécialisée. Dans l'Espagne des années 20, apparaissent les premières revues de cinéma comme la Réclame Ciné, Vida Cinematográfica, Vida Artística, la Pantalla Literaria, l'écran littéraire, quelques images de ces périodiques. Mais ce phénomène était plus ancien et dès 1912 avec le premier hebdomadaire El Cine, une revue populaire illustrée. Dans cette revue, aux côtés d'articles qui réfléchissent au développement de la cinématographie espagnole, évidemment des pages publicitaires, des entretiens avec les acteurs et les actrices, on trouvait aussi des films racontés, des novélisations illustrées de photogrammes qui parfois prenaient la forme de véritables romans feuilletons, notamment dans le cas de Fantomas qui a très rapidement franchi la barrière des Pyrénées, comme cet exemple de 1913. Il s'agit d'une novélisation du film de Feuillade. Donc la littérature, en plus, restait très présente dans ces revues. La littérature qui y trouvait des nouvelles, des récits brefs, des contes.
Et il y avait d'une certaine façon, une confusion qui pouvait s'installer entre les novélisations et les nouvelles, les récits brefs. De plus, les feuilletons de Ciné annonçaient en quelque sorte donc les collections populaires de films racontés qui allaient bientôt apparaître. Et de la même manière, au sein de ces collections de romans cinématographiques, on peut aussi voir une concurrence par rapport aux collections plus traditionnelles de récits brefs. En Espagne, il y a eu une époque dorée de ces collections de nouvelles, de contes, de récits brefs. L'exemple le plus emblématique, c'est certainement El Cuento Semanal, qui est lancé en 1907 et qui est considéré comme le premier exemple du genre. Ensuite, la novela corta, qui est vraiment emblématique de la décennie suivante, qui a eu énormément de succès. Et on peut encore citer la novela de hoy aussi, qui a eu beaucoup de succès et qui est justement lancée en 1922, c'est-à-dire la même année que le roman hebdomadaire cinématographique de Christine. Donc, même si ces collections de récits brefs étaient déjà des collections illustrées, les collections de ciné-romans misèrent doublement sur l'argument de vente que constituait l'image. D'abord parce qu'ils publiaient en couverture et à l'intérieur des fascicules, des photographies, des photogrammes même plutôt, des représentants en général, c'est surtout des portraits finalement de stars, il y a énormément de portraits. Alors au départ, par exemple dans le roman cinématographique hebdomadaire, les photogrammes sont dans le cahier intérieur, situé au centre du fascicule, et par la suite, ils vont être disséminés dans le texte. Ici, c'est le numéro 2, avec un cahier intérieur, et ensuite, ils sont disséminés dans le texte. Et en plus, cet éditeur offrait pour chaque numéro une image tirée à part, en cadeau. C'est un argument de vente qui est annoncé dans le prologue du premier numéro. Mais le plus grand attrait de notre entreprise sera certainement la nouveauté que représente une carte postale photographique d'un ou d'une artiste de l'écran, qui sera incluse dans chaque roman hebdomadaire. Là, j'ai traduit à chaque fois les citations en français. Et dans une collection apparentée qui est le roman frivole cinématographique, dans une autre annonce publicitaire, Bistagne annonce qu'il va offrir un luxueux album pour les collectionneurs de ces cartes postales photographiques. Mais qui était Francisco Mario Bistagne? En fait, comme je le disais en introduction, on sait peu de choses de ce personnage. Sa date de naissance est inconnue. On sait qu'il meurt en 1955 et qu'à partir de cette date, c'est sa veuve qui a repris les rênes de l'entreprise. On le voit dans le sceau de la maison d'édition. C'est assez fréquent en Espagne. Donc, l'entreprise familiale était reprise au décès du mari en général par la veuve et on a ajouté viuda, veuve, dans le nom de la maison d'édition. Ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière étape de cette maison d'édition, Bistagne se renouvelle en publiant des cancioneros, c'est-à-dire des recueils de chansons. On voit qu'il s'adresse à un autre média qui profite d'une époque où l'industrie du disque est en plein essor. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la maison Bistagne en fait, continue toujours à passer son offre en fonction ou en interaction avec un autre média. Et quand en 1922, elle arrive sur le marché, c'est avec cette collection, le roman cinématographique hebdomadaire. Cette collection a été étudiée et répertoriée par José Luis Martínez Montalbán dans un catalogue où il récupère beaucoup d'informations. Donc, à chaque fois, on a une fiche pour chaque film et pour chaque numéro, avec le titre, le lieu, la date, le nombre de pages, les illustrations, les publicités, résumés, etc. Donc, des fiches très utiles qui permettent de s'orienter dans la collection, qui est foisonnante, mais en fait, peu d'informations sur l'éditeur lui-même, sur Bistagne.
Donc, en consultant les sites des vendeurs, on se rend compte que Bistan n'était pas seulement éditeur de cinématographique, mais qu'il a aussi investi d'autres domaines de l'édition populaire, au travers, par exemple, de titres comme El Cuento Selecto, donc le conte choisi, ou encore le roman pour tous, avec une prédilection pour le public féminin, certainement, comme en témoigne le titre de certaines collections, le roman de la petite couturière, ou encore, a priori, donc, de la littérature sentimentale qui est considérée spécifiquement pour les femmes, donc bibliothèque Notre Cœur. Grâce aux travaux de Fernando et Eguidazu, donc on sait que Bistan aussi va exploiter le policier avec une série donc, de détectives, Episodios Detectivescos, et aussi le roman d'aventure avec la série Marcel Duno, El Protector de los Deberes, qui est une traduction de l'œuvre à succès du français José Mosselli. Donc, un éditeur voilà, qui n'est pas uniquement un éditeur de contenu cinématographique, et aussi un écrivain. Alors, il y a très peu d'œuvres de Bistan qui sont conservées à la Bibliothèque nationale d'Espagne, mais encore une fois, en regardant les sites des collectionneurs et aussi les pages publicitaires de matériel cinématographique, on voit que Bistan lui-même avait écrit plusieurs petits romans, plusieurs nouvelles, dans évidemment ses propres collections de sa maison d'édition. Par exemple, Por su hijo, Adieu jeunesse. Il a aussi écrit Le chanteur de tango. Il a aussi écrit Femme, Monsieur Francisco. Ces deux exemplaires sont cités par un spécialiste, Emerito Diaz, mais je ne sais toujours pas trouvé. Et il a aussi fait une pièce de théâtre. Il est co-auteur de Le fils de Madame Butterfly. Et il a mis ses talents d'adaptateur au service du théâtre avec La Jolie Mère. C'est l'adaptation d'un roman, une sorte de roman théâtral, de théâtre roman. Si on peut calquer ces terminologies. En tout cas, pour ce qui est des fascicules eux-mêmes du roman hebdomadaire cinématographique, comme c'était le cas tout à l'heure, ils sont souvent anonymes, mais on peut penser qu'ils étaient écrits soit par Bistan lui-même, soit dirigés par lui, avec son équipe. Parfois, on a l'inscription film raconté dans des éditions Bistan, et parfois, on a le nom de Francisco Marlo lui-même qui figure. C'est le cas de La Grande Parade, La Veuve Joyeuse. Et parfois, on a aussi le nom d'Andrés Bayón comme co-auteur ou comme auteur aussi d'autres romans cinématographiques. Et Andrés Bayón était aussi un romancier qui publiait dans la maison d'édition de Bistan, par exemple de Julio y el Amor. Et Bistan fait aussi donc, la publicité pour l'œuvre de son collaborateur. Il y a des publicités à l'intérieur des fascicules. Donc, en fait, on voit que ces écrivains éditeurs passaient facilement du genre du récit bref ou de la nouvelle à celui de la novélisation, comme s'ils étaient apparentés, comme s'il existait une continuité au sein de cette production, ou du moins une parenté. Et en tout cas, on va le voir, ils sont groupés selon les mêmes types de supports éditoriaux, selon le même type de code éditoriaux. Alors peut-être que Bistan se servit de ses collections cinématographiques populaires qui avaient beaucoup de succès pour promouvoir aussi son œuvre propre, parce qu'il y a des pages de publicité, il y a toujours des pages de publicité à la fin des fascicules. Peut-être que Bistan était plus un adaptateur qu'un auteur, mais c'est encore puisque je dois approfondir, parce que je viens de pouvoir le dire, son œuvre propre, j'espère le faire bientôt en Espagne. En tout cas, ces novélisations étaient présentées comme des œuvres originales. Dans le prologue du premier fascicule, il écrit « Nous ne confions
nous ne copions personne, nous sommes originaux et indépendants. Donc peut-être qu'il y a aussi des raisons commerciales, puisque publier ce genre de récit, éviter de payer les droits d'auteur. Voilà, on publie des romanciers, il y a des droits d'auteur, et même le cas de traduction, même s'ils sont plus faibles, il y a aussi des droits d'auteur. Donc finalement, il y avait peut-être aussi une forme de pragmatisme éditorial dans ce choix éditorial. En tout cas, certainement, Bistag fut-il un éditeur très habile. Donc, comme le précise José Luis Martínez Montalbán, sa formule éditoriale jouit d'une grande popularité, comme l'atteste le nombre des tirages. Rien que pour le roman hebdomadaire cinématographique, il y aurait eu 611 numéros, certains n'ont pas été observés, mais il y avait d'autres collections apparentées. Au final, c'est un ensemble assez conséquent. C'était le retour à l'ancienne politique éditoriale des livraisons, avec les mêmes recettes, faible coût du numéro, possibilité d'acquérir de belles couvertures pour ensuite relier les fascicules, la possibilité d'acquérir à long terme un beau volume de papier acheté en une seule fois. Et on voit que le champ de l'édition se trouvait investi par le cinéma qui venait relancer d'anciennes pratiques et remettre au goût du jour, en jouant sur quand même des habitudes culturelles qui étaient dans le prologue du premier numéro de roman hebdomadaire cinématographique. Bistag se présente comme l'inventeur de cette formule éditoriale, mais ce n'est pas tout à fait exact puisqu'il avait été devancé dans les années 10 par d'autres. Là, je vous ai mis quelques exemples. Il y avait notamment Grandes Films Misteriosos, qui était une collection de romans éditée en Espagne par Velasco en 1916. On peut aussi citer les collections de Verdaguer, un exemplaire à circuler. Il y avait plusieurs collections, Amor y Cine, Biblioteca Films, Obras Maestras del Cine, la Novela Films, le roman film, qui se vendaient à 30 exemplaires. Dans les années 20, Bistag est moins cher puisqu'on vend ses fascicules à 25 centimes, je dois trouver 30 centimes, et Bistag les vend à 25 centimes. Mais il propose aussi des collections plus chères, qui sont plus soignées, les éditions spéciales du roman hebdomadaire cinématographique, qui coûtent une pièce et demie. Donc, on voit qu'il y en avait aussi pour tous les revenus. Dans cette collection, Bistag va se plaire à insérer des documents authentiques qui sont censés donner de la valeur au fascicule. Par exemple, une lettre originale de l'écrivain à l'adaptateur ou au directeur de cinéma, au réalisateur qui a adapté l'œuvre. C'est le cas, par exemple, du fascicule Mare Nostrum. On trouve une lettre de Blas Ibáñez au réalisateur américain Rex Singham. Donc, ce genre de document, certainement, visait à donner une littéralité accrue à ces novélisations qui n'étaient bien sûr pas écrites de la main du romancier de l'œuvre originale. Mais le titre était à la fois le même que celui du film et le même que celui de l'œuvre originale, ce qui pouvait créer une certaine confusion. Et cette ambiguïté était aussi entretenue par un certain nombre de formules du type scénario du film tiré du célèbre roman 2 ou film d'après le célèbre roman 2. Donc, en fait, ces textes étaient, je pense que ça a un petit peu la même logique que celle qui a été évoquée tout à l'heure. C'était des textes, des versions qui étaient autorisées par les distributeurs, qui faisaient parfois même doublon avec la publicité ou les novélisations qu'ils diffusaient. Donc, vous pouvez avoir plusieurs novélisations pour un même film, dans des versions plus ou moins longues. Il y a d'autres éléments aussi qui étaient censés attirer l'acheteur, lecteur, spectateur, le nom de la maison de production, qui renvoyait donc directement au film qui était à l'affiche au même moment. Et l'argument ultime, c'était certainement
les noms des acteurs et surtout ceux qui faisaient le haut de l'affiche et qui faisaient l'objet donc de photogrammes à l'intérieur ou en couverture du fascicule. Donc, clairement, ce genre d'objet a participé à la constitution d'un star system, relayant constamment l'image des acteurs et des actrices, tout en entretenant quand même aussi la célébrité des écrivains qui avaient prêté leur sujet à l'écran. Et d'ailleurs, ces collections populaires peuvent peut-être être interprétées comme des avatars du roman original, ou en tout cas donner l'impression qu'il proposait une version allégée, une forme de digeste de l'œuvre originale. Alors, ce qui peut faire penser, ce qui permet d'élaborer cette hypothèse, c'est ces points de suspension, souvent, à l'intérieur des fascicules de Bistagne. Et en tout cas, clairement, Bistagne affirme un objectif didactique. Dans son prologue, il écrit « Notre intention est d'offrir à tous, sans distinction de degré d'intelligence, la lecture d'intéressants petits romans basés sur des films de grand mérite. Nous publierons chaque semaine un roman rédigé dans un style correct, un lexique simple et dont les idées seront clairement exposées. » Donc, il s'agit de rendre la lecture accessible à tous. Et d'ailleurs, d'après Alain Odette-Virmont, dans leur ouvrage sur ce qui s'appelle le ciné-roman, il pense que cet objet peut aussi découler d'une exigence d'alphabétisation. Et sans doute, les petits romans de Bistagne se disaient-ils très facilement puisqu'il y avait beaucoup de dialogues, des phrases courtes, un registre souvent peu élevé, voire même parfois familier. Donc, cela peut paraître paradoxal de faire parler les acteurs au temps du cinéma muet, mais justement, en fait, cela permettait de pallier à ce qui était perçu comme le silence de l'image filmique. Et donc, finalement, ces fascicules étaient très bavards. Chaque épisode était même parfois raconté de façon beaucoup plus détaillée dans le fascicule. Et le principe en général consistait à reprendre les intertitres et à les développer en rallongeant les dialogues. Donc en fait, il s'agit d'une certaine façon d'une glose du film. Et en ce sens, on peut penser que ces novélisations, ces romans cinématographiques, n'étaient pas de simples adaptations, mais qu'ils étaient complémentaires par rapport à la manière de raconter l'histoire dans le film. Et tout en gardant un dialogue étroit et constant avec le film. Donc, pour cette raison, je pense qu'il faut vraiment les considérer comme des objets pleinement transmédiatiques. Donc, chaque épisode est raconté très en détail. Des passages font même l'objet de descriptions assez longues. Et ces récits permettent soit de se remémorer le film, pour celui qui l'a vu, soit d'en donner un avant-goût, puisque en plus on a les images qui viennent scander la lecture. Donc finalement, l'écrit qui avait au départ servi d'inspiration à l'écran l'alimente à son tour, et dans un renversement des valeurs établies, l'écrit devient plus parlant, l'écrit plus parlant, tire sa raison d'être de l'écran. Donc le rôle de ces récits pouvait être publicitaire, bien sûr, mais c'était aussi un rôle d'accompagnement. Et on peut même dire que de ce point de vue, en fait, à partir de l'apparition du parlant, on voit que ces collections commencent à diminuer de façon quand même assez significative, même si elles ne disparaissent pas totalement. Donc, finalement, l'apparition du cinéma qui a été considéré comme une menace pour la littérature, ce genre de production montre que ce n'était pas le cas et que ici, la littérature fonctionne plus comme prothèse ou comme promesse par rapport aux médias cinématographiques. Alors, dernier point. On sait que, bien sûr, ce phénomène des novélisations n'est pas propre à l'Espagne. En fait, il va même avoir une dimension internationale, puisque
les ciné-romans espagnols ne relèvent pas uniquement de la production nationale, loin s'en faut. En fait, en Espagne, l'industrie peine à se développer et les salles vont accueillir beaucoup de productions étrangères. Alors d'abord européennes, notamment françaises, et puis après la Première Guerre mondiale, c'est clairement l'offre nord-américaine qui va dominer. Et dans les collections de Bistagne, on voit clairement puisqu'il y a des collections qui sont dédiées à certaines firmes américaines. Par exemple, le roman le roman Paramount, le roman Metro-Goldwyn, même le roman Fox. Donc, en plus de cela, il y a une multiplicité en général des collections. Bistagne comprend très rapidement que la collection permet de fidéliser un type particulier de public, donc il y en a pour tous les goûts. Là, vous avez la liste espagnole que j'ai traduite ici en français de toutes les collections apparentées au roman cinématographique hebdomadaire. Pour le roman cinématographique hebdomadaire, on a vu qu'il y avait un peu plus de 600 numéros. Et il y en a certaines collections ici qui étaient aussi assez longues. Par exemple, en 150 pour la bibliothèque des grands films, 80 numéros le film d'aujourd'hui, les éditions spéciales plus de 500 numéros. Donc, j'ai pas accumulé toutes les différentes, enfin, fait le calcul du total, mais je pense qu'il devait y avoir presque 1000 numéros. Il faudrait que je fasse le calcul. Mais dernier point, c'est que le public féminin faisait l'objet d'attention particulière, comme en témoignent les prologues rédigés par Bistagne lui-même. Alors d'abord, il va manifester dès le premier numéro son respect pour la vie privée des actrices. Il écrit « Nous ne nous occuperons que de l'art à proprement parler et nous laisserons de côté l'intimité des artistes, qui n'a rien à voir avec l'art. De cette manière, nous respecterons le travail de nos compagnes qui, avant nous, ont gagné la faveur du public. » De plus, c'est aux lectrices qu'il s'adresse lorsqu'il conclut. Depuis ces lignes, nous envoyons un salut tout particulier à toutes celles qui, depuis aujourd'hui, nous accompagnent dans le champ de la littérature. Donc, non seulement il s'adresse à des lectrices débutantes, mais il entend les orienter sur le chemin de la bonne morale, duquel certains films pourraient peut-être les amener à dévier. Par exemple, dans un numéro qui est une novélisation de La Soñadora, la rêveuse, il met en garde les lectrices spectatrices contre les transcharmés qui n'existent pas, et il leur conseille de rêver, d'ambitionner, mais modérément. Il écrit la modération est la grande sœur de la sagesse. Celle qui aspire à plus que ne peut atteindre son bras ne cherche pas l'âme sœur, mais la satisfaction de sa vanité. Donc, on pourrait accumuler les exemples de ce type qui sont très intéressants quant à cette idée qu'il faut éduquer un nouveau lectorat féminin, qui est aussi un public assidu des salles de cinéma. Mais en même temps, bien sûr, l'idée n'est pas ancienne, puisqu'il s'agit de ne pas laisser à la merci de l'illusion filmique de nouvelles Madame Bovary, voire de nouvelles Dame Quichotte. Donc, pour conclure, d'un premier point de vue, les collections du roman cinématographique éditées par Bistagne à Barcelone sont peu représentatives de la production nationale. La filmographie espagnole ne figure pas en bonne place au sein de ces collections. Et l'index des réalisateurs et des réalisatrices à la fin du catalogue de Martínez Montalbán est éloquent, puisqu'on ne trouve qu'une quinzaine d'artistes espagnols, dont certains n'ont fait qu'un seul film, parmi les 335 noms inventoriés. Par conséquent, cette collection est moins représentative du patrimoine du cinéma espagnol que de l'offre des salles entre 1922 et 1932, date à laquelle Bistagne cesse d'éditer le roman hebdomadaire cinématographique. De plus, les rééditions de certains exemplaires donnent un indice de la réception des films qui sont racontés par les fascicles. Surtout, il me semble que le succès de ces collections populaires
révèle que le 7e art insuffla un certain renouveau au marché éditorial. Il fut utilisé comme principal argument de vente de produits qui se situaient à la croisée des médias. Mais en même temps, l'écrit venait à la rescousse de l'écran, donc il fallait préparer, prolonger la réception, voire l'encadrer face à de nouveaux publics qu'il s'agissait d'une certaine manière d'éduquer. Et à cet égard, je crois que la façon d'envisager le public féminin de la part d'éditeurs comme Bistein mériterait d'être approfondie. Et pour finir, je voudrais ajouter que la transmédialité favorisée par l'apparition du cinéma en Espagne ne se traduit pas uniquement dans le roman, mais aussi au théâtre, qui est un spectacle encore, qui jouit encore d'une très grande acceptation là-bas, à cette époque. Et on adaptait aussi beaucoup les films à la scène. Mais c'est une autre histoire dont on parlera peut-être prochainement. Moi, j'ai peut-être une question pour commencer, pour faire un peu le lien avec l'intervention de Jens. Rapidement revenir justement sur l'expérience des sources. Donc, tu as dit que tu as pu acquérir aussi quelques partenaires, que tu as pu travailler une collection de la cinémathèque. Est-ce que tu as, dans cette différence que Jens faisait entre l'archive existante et l'archive constituée, pour le ciné-roman, est-ce que tu as l'impression de pouvoir t'appuyer sur une archive existante, justement de pouvoir toi-même constituer? Alors, au départ, j'ai consulté les versions physiques des collections, la Cinémathèque de Valence ou à la Cinémathèque de Madrid. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Je n'avais pas vu, je pense que c'est, je ne sais pas à partir de quelle date ils ont numérisé, mais c'est vrai que ça a facilité le travail à partir du moment où c'était disponible aussi le ligne sur de la Cinémathèque de Barcelone. Alors, aussi de la Cinémathèque de Barcelone, il y a plusieurs collections. Il n'y a pas uniquement les collections de Bistein, on peut faire des recherches par mots-clés. C'est vrai qu'il faut aussi apprivoiser l'outil, parce que voilà, des fois, il y a des sous-rubriques. En général, voilà, les choses sont organisées par collection. D'un autre côté, quand on va à la cinémathèque, c'est un peu délicat. On a envie quand même de voir toute la collection dans son ensemble, et parfois, c'est un peu délicat de demander la collection entière. On n'ose pas trop. En général, voilà, on m'avait demandé quel numéro. Je voulais tous les voir. Donc, bon. Mais le fait que ça soit en ligne, voilà, ça permet en tout cas d'avoir un premier aperçu et après du coup d'affiner en pouvant consulter physiquement les exemples. Je ne sais pas si je vais réfléchir. On a tendance à suggérer parce qu'on ne les voit pas bien. De l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui brûlent la patience. Vous pouvez lever votre main s'il y a des questions. C'est Mathilde qui est en train d'écrire. Suspense, suspense. On attend sagement des questions. Donc, je peux en poser une toute bête liée à un. Ah, il y a Hélène qui lève la main. Hélène. Oui. Bonjour. En fait, je voulais juste du coup poursuivre sur cette question de consultation et puis vous parler du versant bibliothèque, puisque moi je travaille à la bibliothèque de la MSH, et rebondir en disant qu'effectivement, les publications qui relèvent des littératures sérielles, en fait, elles impliquent un mode de consultation particulier pour les lecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours envie d'avoir la série, et ça, c'est pas évident pour des bibliothèques, parce qu'effectivement, elles sont plus habituées à proposer le numéro par numéro. Et donc, à la fois dans la description des collections qui demandent quand même une connaissance de l'univers, des cultures populaires et médiatiques, et à la fois dans les modes de consultation, il y a des choses spécifiques que les bibliothèques qui
commencent à intégrer des fonds de littérature populaire sont en train d'apprendre, en fait. Voilà, c'était juste pour rebondir. Merci Hélène. J'ai une question vraiment de détail. Dans un des slides du PowerPoint, il y avait, je ne sais pas si tu citais ou si on s'était montré, mais dans, oui, non, je l'ai retiré sur le site. Mais c'était annoncé que ce qu'on allait lire serait écrit dans un style correct. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Et alors, en fait, c'est quand même assez, posture assez conservatrice, quand même, on observe dans les prologues de Bistagne. Et je pense que c'est aussi pour se préserver contre peut-être une mauvaise influence possible du cinéma sur les publics. Donc, il y aurait aussi enfin, il y a un style très, très moralisant. Je ne sais pas si c'est les prologues, mais il y a un autre prologue aussi. On a l'impression que on a peur que les femmes deviennent des femmes fatales à force de lire d'aller au cinéma, parce que les femmes fatales Donc, ils font certaines fatales, mais ils veulent éviter que dans la scène, ça arrive. Il y a des expressions qui se veulent frivoles. D'ailleurs, il y a une collection qui s'appelle comme ça, agréable, etc. Mais quand même, il faut pas pousser. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'attirer la bienveillance du féminin, mais en même temps, il y a un style qui est, enfin, un discours plutôt qui est assez moralisateur. Les femmes ne doivent pas faire. La correction est ici avancée. Ce n'est pas une question de style en termes de rhétorique, c'est une question de descente. Voilà, et ça reste des publications très décentes. Enfin, il y a des sections, des collections. C'est pas des romans cinématographiques. Je n'ai pas vu à cette époque. J'avais aussi une question par rapport à des maisons d'édition en France que je connais mieux, comme la Maison de la Bonne Presse, par exemple. Est-ce que cet éditeur, en plus de tout ce qui est imprimé, est-ce que, par exemple, il y a aussi production, par exemple, de films fixes, de plaques de verre, des lanternes, etc. Est-ce qu'il diversifie sa production éditoriale au-delà de l'imprimé? Ou est-ce qu'il est vraiment sur l'imprimé? C'est vraiment un éditeur populaire. Ouais. Et donc, aussi qui se ressemblent un peu tous au niveau du format. Avec certains qui sont un peu plus chers, un peu plus soignés, ça reste. Et il ne diversifie pas au-delà de ça. J'ai une question un tout petit peu liée sur la cession en fait, de ces collections de romans cinématographiques. Donc, ça va être en 32, si j'ai bien compris, mais il continue par après avec en investissant d'autres genres. Donc, si je comprends bien, plutôt en se tournant vers la chanson, que de chansons extra. Est-ce que c'est vraiment très marqué comme césure ou est-ce qu'il y a un genre de ralentissement de la production? En fait, il faudrait, parce que le catalogue que j'ai montré tout à l'heure, il y a, et c'est pas sur le mouvement hebdomadaire cinématographique. Je voudrais vérifier s'il arrête aussi toutes les autres collections en même temps, puisqu'il y en a. En fait, je ne sais même pas, c'est même pas tout affiché, il y en a énormément. Il faudrait vérifier s'il arrête les autres collections tout de suite. Et pour ce qui est de la chanson, c'est vraiment durant la dernière étape, surtout l'étape où c'est sa veuve qui. Là, j'avoue, c'est un peu flou. Pour l'instant, il faut que j'affine. Et en plus, il y a des collections qui sont citées par certains spécialistes. Pas les exemples. Par exemple, il y avait une collection pour les enfants. Je ne l'ai pas trouvée et j'ai vu qu'un autre spécialiste l'a mis. Et parce qu'il a fait un catalogue, il met à chaque fois le nombre de numéros et là, il n'y a rien. Je pense qu'il a pas trouvé. Il y a des lacunes. Ouais, c'est super intéressant que ça reste aussi, que ça soit vraiment lié au cinéma muet et que ça corresponde plus ou moins à l'émergence, enfin, que l'arrêt des activités correspond à l'émergence du cinéma. C'est un lien qui ne semble pas évident. Donc. Il y a quand même une collection qui s'appelle Collection
cinématographique, muette et sonore, un truc comme ça. Donc voilà, il essaye d'amorcer la transition. Mais les romans cinématographiques ou les novélisations ne disparaissent pas parlant, mais quand même ça diminue. Est-ce qu'il y a encore des questions de la question? J'ai une petite question. Est-ce que les lectrices pouvaient être très très jeunes? Je me demandais parce que l'exemplaire, un des exemplaires, bon, ça semblait, c'est un peu rempli par quelqu'un qui est dessiné, qui est bien dessiné. Le couverture qui est écrit son nom, c'est bien écrit, donc ça pourrait être quand même quelqu'un. J'ai aussi vu ça dans une autre page. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. C'est facile. Je me posais juste la question d'être là. C'est aussi pour ça que peut-être ça avait un tour. Je ne pense pas que ce soit spécialement pour les enfants quand même. C'est pas le public visé. Je ne dis pas que ça ne peut pas être par des enfants, c'est difficile de savoir. Il y avait des collections spéciales pour les enfants. Ça, c'est des collections plutôt pour les adultes. Après, et pour le public féminin après aussi, des fois, ça pouvait être des gens qui savaient pas très bien. Il y avait une... Je parlais du taux d'alphabétisation. Voilà. Il y avait tout simplement une pratique de l'écriture manuscrite pas si fréquente que ça. C'est peut-être pour ça que ça donne l'impression que c'est une écriture. En fait, c'est pas vraiment un problème l'analphabétisme en Espagne. Pendant la Seconde République, il y a eu un vrai effort pour développer plein d'écoles créées, etc. Après, il y a eu la guerre civile. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain retard. Je me posais une question parce que moi, c'est aussi une périodique jeune fille britannique. Ils sont très 20 C'est le moment où on a une population qui est adolescente ou qui commence à travailler assez jeune et donc qui entre dans le monde adulte, mais qui est pas enfant, qui ne pas complètement adulte. Et pour eux, le matériel était le matériel proposé, c'est assez. Ça peut être presque quelque chose pour adultes parce que ça le prépare pour cette fille. Donc, c'est juste pour ça, c'est même pas, c'était pas parce que c'était conçu comme ça, mais c'est juste, ça peut être un lectorat qui n'était pas le lectorat ciblé, mais qui est quand même devenu un lectorat un peu principal, mais quand même majoritaire, qui s'approprie ce matériel. Oui, tout à fait, parce qu'il y a même des collections qui sont clairement identifiées. Par exemple, la petite couturière, en fait, il y a une nouvelle classe de travailleuses qui apparaît avec des métiers qui sont très féminins. Et donc, les femmes commencent à être plus apparentes, les jeunes femmes en général, dans les villes. Et c'est elles aussi qui sont consommatrices de cinéma, de littérature populaire. Donc, ça peut correspondre à peut-être un peu ce profil de filles dans les villes. C'est comme une version millimètre en France. C'est bien, peut-être qu'on déborde un petit peu du temps d'une dernière question. Alors, je vous propose de remercier encore de vos intervenants. Et de conclure la séance, il y a un petit annonce que la Fondation n'a pas fait, c'est ça qu'elle est en train de terminer. En fait, c'est que les prochaines séances donc les prochaines séances de séminaire patrimonial, c'est qu'il va afficher le message en premier pour mieux et en fait, c'est deux séquences qui portent sur le mastermind et le ça l'accès sur
L'histoire de France littéraire et une autre davantage sur certaines figures, ça c'est qui ont été découvertes. Et tout le programme est déjà en ligne, c'est fixé au 29 mai et 18 juin. Et comme d'habitude, il y aura un email qui suivra. Comment ça fonctionne, etc. Voilà, je remercie tous les participants et participantes en ligne pour votre présence et vos commentaires. Et je vous souhaite une excellente fin de